C'est il y a encore quelques semaines. Oui, je rejoins ce que M. le professeur vient de dire sur la dimension de chaîne et sur la nécessité d'intervenir sur l'ensemble de cette chaîne-là. Après, sur la question de la consommation, d'abord, pardon de le rappeler, mais on est quand même dans un pays dans lequel les politiques de prévention se sont quand même considérablement affaiblies, oui. Qu'il s'agisse des drogues dures comme des drogues, plutôt des drogues qui sont devenues des drogues de consommation courante. Je pense notamment au cannabis. Ouais. Donc la question de la prévention et des politiques de santé publique en direction de la prévention, on parlait beaucoup plus de ça il y a une vingtaine d'années, quand moi j'étais adolescent, comme on parlait également énormément du sida. Et donc tous ces grands sujets... Tout ça a disparu. Pour l'essentiel. Rappelez-vous, à quand remonte la dernière grande campagne nationale à la télévision contre la drogue ? Plusieurs années, peut-être 10 ans. Bon, j'en ai pas de souvenir personnellement. Mais non, mais réellement, il y a un vrai sujet. Après, on va rentrer dans une période d'élection présidentielle. Donc, tout ce qui va être annoncé par le président de la République, y compris en matière de drogue, si par exemple on devait aller vers une dépénalisation, qui est déjà très largement le cas, ou vers une légalisation d'un certain nombre de substances, ça doit être analysé, regardé à la lumière de l'élection elle-même. Parce que vous ne pouvez pas, à 6 mois de l'élection présidentielle, commencer à lancer des sujets comme des ballons pour voir à peu près comment ça réagit. Là, on est sur un sujet qui est un sujet sécuritaire, qui est un sujet financier et qui est avant tout un sujet de santé publique. Nicolas Maisonnet, il s'agit de jeunes Français, donc c'est un autre problème auquel il faut s'atteler séparément. C'est quoi le vrai... Le Front National n'est pas surprenant d'avoir toujours cette même rhétorique sur ce sujet-là. Les banlieues françaises, les quartiers français, la politique de la ville, c'est aussi les quartiers qui sont les grands oubliés des politiques publiques, pardon de le dire. Alors on peut dire que c'est l'échec depuis 30 ans, on peut dire que le plan Borloo est un échec. Nous avons mis des dizaines de milliards dans les quartiers. Très bien. J'espère que vous n'arriverez jamais au pouvoir pour voir la politique désastreuse que vous imaginez pour ces quartiers-là. Enfin, faut être sérieux. Je parle devant un collègue de ces secteurs-là, ayant moi-même été un maire d'une commune quartier politique de la ville, où la nécessité de la présence des services publics, de l'éducation, de l'économie, du travail. Mais tout cela existe déjà. Ça a marché, ça a marché. Vous avez vu un mieux ? Oui, il y a des endroits où ça a marché, bien sûr. Tout cela existe déjà. Il y a plein d'endroits où ça a marché. C'est en chiffres. La rénovation urbaine a marché dans plein de quartiers. C'est sensible. Mais parce qu'il y a des quartiers qui sont sortis de la politique de la ville, dont on ne parle plus. Parce qu'on a résidentialisé, parce qu'on a remis des services publics. Moi, il faudrait peut-être que CNews, un jour, vous veniez aussi dans des territoires où la politique de la ville a produit des effets. Alors, évidemment, il y a des endroits... Là, votre reportage d'aujourd'hui, il va démontrer des choses qui se... On l'a fait. On parlait d'Alençon qui avait été cité en exemple, et pourtant, on a vu ce qui s'est passé à Alençon. Mais ça ne veut pas dire que tout ce qui a été... On a dit que les services publics avaient refonctionné, qu'il y avait eu de la rénovation urbaine. Ça ne veut pas dire que tout ce qui a été fait a été fait à tort. Vous voyez ce que je veux dire ? D'accord. Benjamin Morel, pour la synthèse, s'inspirer du plan banlieue, vous savez, le plan de Jean-Louis Borloo qui n'a jamais vu le jour, en fait. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire, puisque avec mon voisin, nous sommes évidemment touchés à la fois par le regard porté par Jean-Louis Borloo avec l'expérience qui a été la sienne et les réussites, pardon de le dire, de la politique qui a été la sienne quand il a été ministre de la Ville et des choses qui ont pu être faites, parce que, je le redis, il y a des quartiers qui sont rentrés dans la normalité depuis. On n'en parle plus parce qu'ils sont sortis de la cartographie. Je le dis aussi en tant que président délégué de l'Association des petites villes de France, les territoires, je le dis devant monsieur le maire, ont une capacité à proposer des choses, et pardon de le dire au ministre de la Justice, mais si le dialogue entre l'État, c'est de se balancer la soupière à la figure en disant « le problème c'est les communes parce qu'elles ne veulent pas de prison », c'est un peu court quand même. Hein. Donc il y a des choses à voir sur les différents sujets. Le premier sujet, au départ, c'est le sujet éducatif. Le second, c'est le logement. Et ensuite, c'est l'économie sous toutes ses formes, qu'elle soit d'initiative publique, qu'elle soit privée ou qu'elle soit intermédiaire, ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire ou l'économie associative, qui fait qu'on a, dans ces quartiers-là, la possibilité de redynamiser. Et encore une fois, il y a des laboratoires dans les villes de France qui sont considérables et qui peuvent être source d'inspiration. On va s'interrompre quelques minutes et puis on revient pour parler encore... On ne peut pas, en tout état de cause, être une politique uniquement nationale. C'est forcément une politique qui doit être construite dans les territoires en fonction des réalités qui existent. Bon, vous savez, je vis dans un territoire qui est frontalier avec la Suisse. Et nous avons à Genève ce type d'expérience. Il faut peut-être regarder ce qui est fait dans
dans nos pays voisins qui pratiquent ce genre de salles. Regardez ce que ça a comme impact en termes de localisation, c'est tout à fait vrai. Il faut avoir ça en tête. Il ne faut pas se dire que ça n'est qu'un lieu. C'est aussi un lieu de rencontre où l'encadrement humain, médical, mais aussi social, est extrêmement important. Donc il ne s'agit pas d'avoir simplement un endroit où on s'injecte des doses, mais aussi un endroit où on accompagne les toxicomanes vers la sortie de la toxicomanie. Donc vraiment, encore une fois, si on n'est que dans une logique de dire la salle de shoot pour ou contre, comme on sait très bien le faire en France, avec des réponses par oui ou par non, je pense qu'on se plante complètement. Une réponse territorialisée et très inspirée de ce qui se fait dans d'autres pays de l'Union européenne, notamment sous cet angle de la métropole, puisque c'est souvent dans des grandes villes ou des grandes agglomérations qu'il y a ces besoins-là. Et donc il faut vraiment avoir cet équilibre-là. On va parler... Alors là, j'aimerais revenir quand même sur les personnes qui ont été victimes de l'agression. Alors, un bâtiment scolaire qui est un chantier d'école et des pompiers et des policiers. J'ai été rapporteur de tous les textes sur le sujet au Sénat depuis 3 ans, de la mission d'information avec 2 collègues sur les violences faites aux pompiers, qu'on a rendu en 2019, et du texte Matras, qui vient d'être adopté par le Sénat et qui le sera par l'Assemblée nationale courant novembre. On a un sujet dans notre pays de ces agressions à l'égard des personnels en uniforme, quels qu'ils soient, qui représentent une forme d'autorité, alors qu'ils ne sont que les sauveteurs et qu'ils ne font que accomplir une mission de service. On en parle quasiment chaque jour, de toute façon. Je sais. Oui. Nous avons, avec Patrick Kanner, qui était l'auteur de la proposition de loi, fait des propositions au Sénat très concrètes qui ne sont toujours pas reprises, notamment en termes d'anonymisation des plaintes ou d'anonymisation des témoins, de renforcement de l'arsenal pénal. Un sujet aussi d'organisation du numéro d'appel. Voir que des équipages ont été envoyés dans un quartier comme ça, sans que ce soit des équipages mixtes, police-pompiers ou gendarmerie-pompiers, ça m'interpelle. Vous dites qu'elles ne sont pas reprises par qui par le ministère de l'Intérieur? Par le gouvernement. Sur l'anonymisation. Sur les questions d'anonymisation, comme sur les questions de moyens de terrain. En France, vous avez une gestion différenciée du 15, du 17 et du 18. Ouais. Donc quand vous appelez, s'il n'y a pas d'interconnexion, elles sont insuffisantes dans les départements, et ben vous avez des situations comme celle-là. Donc il faut absolument qu'on ait une capacité, et c'est le cas de la Haute-Savoie, d'avoir des interconnexions beaucoup plus fortes entre les différents services de secours et de sécurité pour qu'on ait des interventions et qu'on protège les sapeurs-pompiers en intervention. Et ça, c'est quelque chose de très important. Le président de la République est revenu dessus au Congrès de Marseille. Le président de la Fédération, Grégory Allione, également. Moi, j'insiste là-dessus. On ne peut pas laisser nos sapeurs-pompiers, qui sont pour beaucoup d'entre eux des volontaires, au niveau national, se faire taper sur la figure, se faire caillasser comme ça. Ça n'est plus possible. Il faut vraiment en prendre la mesure. Sinon, il n'y aura plus de volontaires aussi en France. Ça, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Deux éléments de réflexion. Le premier, c'est que si vous faites l'addition des sondages de M. Zemmour et de Mme Le Pen, vous êtes au-delà de 30% de l'électorat, donc c'est très élevé pour un premier tour. Et deuxième élément de réflexion, c'est qu'en fait, on est en train de faire une espèce de match d'avant-premier tour, 6 mois avant les présidentielles, et depuis qu'on vient de discuter, on ne vient d'aborder aucun sujet de fond. C'est-à-dire qu'on est entre la personnalité de l'un, la personnalité de l'autre, l'historique de la famille Le Pen, de la dynastie qui apparaît là et qui finalement remplit aujourd'hui des salles. Alors moi, je suis assez frappé par l'appétit d'une certaine partie de l'électorat. Mais c'est de l'ordre du culte de la personnalité pour vous, tout ça? Chez les Le Pen? Non, chez Éric Zemmour. Un peu, ouais, un peu. Mais bon, vous savez, pour qu'il y ait un culte de la personnalité, il faut qu'il y ait un public. C'est pas vous qui décidez vous-même de vous faire votre propre culte. Quand il a fait son débat avec Michel Onfray au Palais de la Porte-Maillot, il y a 4400 personnes payantes. C'est du jamais vu. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, moi, je suis un homme de centre droit. J'aime bien la complexité. J'aime bien quand on aborde les sujets de fond à moyen long terme. Je trouve que pour l'instant, on reste assez sur notre faim, et chez l'un et chez l'autre. En tout cas, Marine Le Pen, je vais vous faire